Bien, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de la mission Polar Quest 2021. Juste rappeler le cadre de cette conférence. Donc, moi, je suis Sébastien Jarnaud du campus des métiers et qualifications de la transition énergétique, qui a organisé avec ses partenaires que sont notamment la région Occitanie, l'Université fédérale de Toulouse et EDF. Donc, un événement autour de la fresque du climat et donc de cette conférence pour sensibiliser nos jeunes étudiants aux conditions climatiques et aux problématiques que l'on rencontre. Donc, je remercie Paola, Mike et Kevin d'avoir bien voulu être présents cet après-midi. J'espère que la connexion se passe bien avec Zoom. Donc, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez des difficultés de compréhension. Et on va pouvoir commencer d'ores et déjà. Voilà. Merci à vous. On est à bord, un équipage motivé par la même passion d'aventure, de découverte, de pousser les limites, mais aussi un équipage qui fait de la science à bord. L'expédition du Nord est une inspiration pour nous, surtout du point de vue scientifique, parce que ce fut le premier laboratoire scientifique volant au pôle. Des années, on a mis un peu la pollution des mers, la pollution de l'air, le réchauffement climatique. Il se trouve que maintenant, on a des messages directs qui sont envoyés. Donc, on connaît, on sait qu'il y a un virage à prendre, il faut nous apprendre. Bonsoir tout le monde. Merci surtout de votre accueil. Merci à Sébastien Jarnaud pour cette introduction. Merci à Jean-Yves Gendrin pour l'invitation et à toutes les organisations qui ont fait en sorte qu'on soit là ici aujourd'hui. Nous représentons l'association Polar Quest qui rentre tout juste de notre dernière expédition polaire, celle dont vous avez vu quelques images tout à l'heure. C'était une expédition qu'on a organisée en 2018 et cette année, on vient de rentrer il y a moins d'un mois d'une autre expédition près du pôle Nord, donc Polar Quest 2021, comme l'a dit Sébastien. Moi, je suis Paola Catapano et mon métier principal n'est pas d'aller au pôle, même si j'y vais souvent. Mon métier principal, comme vous pouvez le voir dans l'image, c'est de communiquer la physique des particules. Là, je me trouve dans cette image-là, dans le tunnel du LHC, le Large Hadron Collider, le grand collisionneur d'hadrons, qui est le plus grand instrument scientifique au monde et où je travaille depuis plus de 30 ans, à peu près. Mais au sein, je raconte la science fondamentale, la physique des particules élémentaires. Peut-être on reviendra un jour pour une conférence dédiée. Aujourd'hui, nous parlons de ma grande passion, la passion des pôles et de l'environnement et des grands espaces, ce qui va absolument ensemble. On peut passer à la prochaine. Effectivement, depuis 2005, j'ai eu l'occasion, en tant que journaliste scientifique, d'accompagner des expéditions polaires pour raconter ce que font les scientifiques au pôle. Et en 2005, vous me voyez dans une photo avec des manchots d'Adélie, sur la terre d'Adélie, en Antarctique, où j'ai passé 2 mois. Et puis, dans la photo d'après, en 2014, je suis en train d'interviewer une scientifique qui travaille pour l'université de Brest, même si elle est suisse de naissance, et qui est spécialiste, elle est biologiste marine, elle est spécialiste de voir comment le réchauffement climatique impacte la croissance de certains micro-organismes et organismes marins. Et là, c'est tout près du pôle Nord, dans la baie, dans le Cap Mitra, au 79e parallèle, au Svalbard.
Donc, c'est depuis ce moment-là, une fois qu'on va au pôle, en fait, on veut retourner. Parce que c'est un endroit, on peut passer à la suivante, je pense que ce sont les seuls endroits au monde où la nature vraiment domine tout, mais la nature dans son état le plus simple, le plus basique et aussi le plus important. Les pôles sont importants pour la recherche, c'est un vrai laboratoire à ciel ouvert de sciences. On y fait la biologie marine, mais on y fait la glaciologie, on y fait même la physique, l'astrophysique, la cosmologie, la physique atmosphérique, la chimie de l'atmosphère. Et notamment, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, on étudie le changement climatique parce que, justement, dans un environnement simple, où il y a très peu de paramètres, on peut voir très rapidement l'effet du changement climatique et monitorer le réchauffement et toutes ses conséquences. Et parce qu'au pôle sont concentrés les 3 paramètres principaux qui gèrent l'équilibre climatique planétaire, c'est-à-dire l'eau, la glace et l'air, et l'atmosphère, et les interactions entre ces 3 éléments, et aussi surtout les mécanismes qu'on appelle de feedback, c'est-à-dire ces mécanismes qui font que ce réchauffement au pôle accélère beaucoup plus que chez nous. Au Svalbard, par exemple, l'hiver, c'est 7 fois plus l'augmentation des températures par rapport au reste de la planète à la température moyenne, et 5 fois de plus en été. Donc, aller au pôle, c'est important pour étudier, monitorer et trouver des solutions qui puissent marcher, mais aussi pour communiquer la science, pour communiquer ce que font les scientifiques et pour communiquer l'importance de ces endroits de la Terre si beaux et si menacés et si fragiles en même temps pour notre futur, le futur de la seule planète habitable à une distance faisable dans notre système solaire. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'après ces 2 expériences en tant que journaliste invité à raconter la science des autres, j'ai créé mon association Polar Quest en 2018. 2018, pourquoi? Parce que c'était une année spéciale, surtout pour une Italienne comme moi, parce que c'était le 90e anniversaire d'une grande expédition polaire qui est passée à l'histoire, surtout pour sa, disons, faillite, entre guillemets, pour sa fin tragique, sa conclusion tragique. C'était indirigeable au pôle Nord avec l'explorateur Umberto Nobile, qui avait déjà conquis le pôle Nord avec le grand explorateur norvégien Amundsen 2 ans plus tôt, en 1926, toujours indirigeable. Mais lui, il a voulu retourner pour faire de la science, parce que c'était un visionnaire, parce qu'il avait compris déjà à l'époque l'importance du pôle. Et donc, grâce à mes connaissances arctiques et tout le monde qui me poussait à organiser, j'ai organisé cette expédition pour retourner sur les traces du dirigeable italien, et surtout, prochaine, donc ça, on voit le dirigeable là, aller sur les mêmes lieux et surtout refaire les mêmes expériences scientifiques, parce que puisque le dirigeable s'était écrasé, la plupart des données avaient été perdues. C'est une histoire incroyable, aussi le plus grand sauvetage international jamais organisé au pôle, parce qu'il y a eu 6 nations qui se sont organisées pour aller récupérer les rescapés. Il y a une partie de la nacelle qui était tombée sur le parc arctique et les gens avaient survécu, 8 personnes, et puis le reste s'était envolé et on ne sait plus rien du reste du dirigeable. Donc, une de nos missions en 2018, c'était aussi d'aller retrouver les restes du dirigeable, parce que personne n'y était allé après 1929, la dernière tentative d'aller trouver quelque chose. Donc, notre expédition de 2018, juste pour donner un peu les origines du pourquoi on est là et pourquoi on continue à faire des expéditions, avait eu beaucoup de succès. Là, vous voyez la banquise arctique. 2018, c'était une année assez atypique pour les glaces. Il n'y avait pas de glace du tout. On est allé pousser le bateau jusqu'au 82e parallèle pour trouver la glace. Et ça, c'est la banquise qu'on a trouvée au 82e parallèle. Et grâce à ça, à cette année particulièrement déclassée, on a fait plusieurs records. Donc, on a été un des rares voiliers qui ont réussi à circumnaviguer tout l'archipel des Svalbard en 3 semaines. On a fait la mesure la plus au nord de rayons cosmiques, un des projets à bord, la mesure la plus au nord de microplastiques, et aussi on a mis notre sonar sur une des dérives du bateau, et on a été les premiers à faire une tentative ciblée de recherche des restes du dirigeable italien sur la zone la plus probable où se peut trouver ce dirigeable. On avait très peu de temps à notre disposition.
On a eu menace de tempête. La zone où, selon nos calculs, et aussi les calculs de Nobilet d'ailleurs, se trouverait Céreste, est une zone qui est en mer ouverte. Dans un côté, il y a un glacier de 200 km de long. Il n'y a pas d'abri possible. Et dès qu'il y a un voilier en Arctique, une menace de tempête, et de vent surtout qui vient du nord, il y a la glace qui vient avec. Et même si notre bateau avait une coque en alu, on ne peut pas se permettre d'avoir un iceberg sur nous, donc on a dû partir vite, s'abriter, et le premier abri possible, c'est assez loin, à plusieurs milles. Donc c'est pour ça que notre recherche n'a pas abouti. On a fait 7 heures de recherche, alors qu'il faudrait faire au moins 2 semaines. Mais par contre, on a fait une découverte parce que, puisque c'est des mers qui ne sont pas cartographiées, au-dessus du 80e parallèle, on a trouvé des marques d'anciens glaciers, des ancrages d'anciens glaciers de l'ancienne ère glaciale qui n'étaient pas connus. Donc, on a une découverte scientifique alors qu'on cherchait le dirigeable. Et en plus, on a tous les autres privats. Mais revenons à l'expédition de cette année. Donc, Polar Quest 2021, avec un autre bateau. Là, c'est l'endroit le plus au nord qu'on a atteint. C'est un endroit très difficile surtout pour n'importe quel bateau, en fait, sauf des Zodiacs. Mais c'est Kevin qui va en parler. Et donc, en 2021, pendant qu'on présentait l'ancienne expédition et son documentaire, on a été approché par Blanks, c'est une marque de dentifrice qui blanchit les dents, mais qui est le résultat d'une recherche islandaise sur un lichen islandais, qui nous a dit, est-ce que vous organisez une autre expédition? Et moi, sans avoir une autre expédition qui était en train de s'organiser, j'ai dit oui, sur le coup. Et après, quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai dit, bon, et maintenant, il faut organiser. Donc, une fois qu'on connaît un peu l'environnement de la recherche polaire, il suffit de faire quelques appels et surtout, en année de pandémie, il y avait beaucoup d'expéditions qui avaient été reportées, plein de scientifiques en quête de données. Et j'ai réussi, avec la prochaine envoi, à mettre ensemble un nombre de partenaires pour une expédition un peu plus petite envergure, plus modeste, surtout par rapport au financement, comparé à la précédente, pour laquelle j'avais passé quand même pas mal de temps, 1 année et demie à organiser dans mon temps libre, entre guillemets, c'est-à-dire tous les jours après le travail et tous les week-ends. Celle-ci, on l'a organisée en moins de temps, c'était assez intense quand même, mais on a réussi à mettre ensemble plusieurs partenaires. En haut, on voit notre sponsor principal non scientifique, et en bas, on voit l'équipe qui va présenter les scientifiques un peu mieux. Et puis, dans le prochaine image, voilà, il y a des partenaires scientifiques, notamment l'Institut polaire suisse, des partenaires techniques et des partenaires de outreach communication un peu commerciaux. Voilà, donc on s'est retrouvés à partir en expé avec tous ces gens-là. Et là, je vais passer la parole à Mike, qui est le responsable technique et logistique de l'expédition, en plus d'être pilote de drone et grand photographe. Les images du film que vous avez vues de 2018, c'est ces images de drone, surtout. Et là, il va vous parler de comment on organise une expédition arctique. Et après, Kevin, qui était le support pour les scientifiques et qui est ingénieur et qui a à peu près l'âge de notre public d'aujourd'hui, que je remercie aussi d'être venu, il va parler un peu plus de la science. Et après, je vais reprendre à la fin pour... voilà, donc c'est la prochaine présentation. Ça, c'est mes slides d'après. Non, c'est bon. C'est celle. Oubliez la première. D'accord. Voilà, la parole à Mike. Ok, je reste assis comme ça, on est bien. On est. Peut-être plutôt te promener. Hein. Oui, je sais pas. Ok, je m'appelle Mike Strack, je suis ingénieur au CERN, donc je travaille dans la conception de la machine que vous avez vue derrière Paula. Elle fait le blabla, nous on fait le travail. Je suis aussi photographe, pilote de drone et j'aime bien faire des expéditions avec Paula, les organiser. Donc, je suis hollandais, donc désolé pour mon français, il me manque quelques petits mots de temps en temps. Je vais être plus rationnel que Paula, plus direct. Je vais plutôt parler de comment, où et quand on organise une expédition comme ça. Donc, sans détourner, peut-être il y en a d'entre vous qui ne savent pas où se trouve le Svalbard. On a déjà parlé du Svalbard. Donc, le Svalbard se trouve à l'intérieur du cercle polaire, près du pôle Nord. Donc, Paula ne l'a pas mentionné cette fois-ci, mais le pôle Nord, par rapport au pôle Sud, le pôle Nord, c'est une mer entourée de terre. Le pôle Sud, l'Antarctique, c'est une terre entourée de mer. On va enlever celui-là, juste un. Et le Svalbard, c'est une île qui est gérée par la Norvège, qui est déjà loin à l'intérieur
qui touche la calotte glaciaire normalement en hiver, qui est à la hauteur du Groenland. Et c'est une île sur laquelle il se trouve, étonnamment, il y a quand même des gens qui vivent là-bas, même si ce n'est pas vraiment des villes. Il y a une ville, Longyearbyen, où il y a 2500 personnes. Il y a une autre ville, Barentsburg, une ancienne ville hollandaise qui a été vendue en 1923 aux Russes. C'est une ville russe où on parle russe, on paye en russe. Il y a 500 personnes. Il y a encore une mine aussi. Il y a un petit groupement de personnes scientifiques à Nyalsund, entre 30 et 120 personnes, dépendant de l'été et l'hiver. Il n'y a que les scientifiques là-bas. Et les autres petits endroits qu'on voit, ils ont été abandonnés depuis cette année. Ils ont publié cette carte 2013. Donc, ils n'existent plus. On peut les visiter, c'est très intéressant si on aime les endroits abandonnés. Mais en fait, il ne reste que ces 3 endroits. La ville, Longyearbyen, avec l'aéroport, bien sûr, on peut y aller en avion. Barentsburg, avec les Russes. Nyalsund, où on ne peut pas aller en touriste, normalement, parce que c'est une ville, c'est un endroit de recherche. En fait, en 2014, par là, moi, on était déjà été invité là-bas, on a fait un film là-dessus. C'est comme ça qu'on a découvert. Ça, c'est juste pour montrer la calotte glaciaire. Donc, pour différencier ce qui s'est passé avec les années, elle devient tous les ans un peu plus petite. Là, c'est à 80, en 2012. Ça, c'est des images d'un moment spécifique. Je ne sais pas quand c'est, en août, en juillet. Bien sûr que pendant l'année, ça grandit et ça devient plus petit aussi. C'est dynamique, mais en tout, ça redevient de plus en plus petit. Et la glace principale, c'est une glace qui survit toute l'année. Cette zone-là, elle devient de plus en plus petite. Ça, c'est une des raisons pourquoi on est parti en 2018, parce qu'on s'est dit, maintenant qu'il n'y a plus de glace, on va pouvoir chercher pour le dirigeable avec le scanner. On était effectivement les premiers à lancer des recherches pour ce dirigeable, même si on n'a pas eu beaucoup de temps. On a quand même pu faire un essai de trouver ça. Bon, tout ça, c'est documenté dans un film qu'on a fait en 2018. On ne va pas en parler aujourd'hui. En 2021, on est reparti. Donc là, à gauche, on voit Tarbes, on est aujourd'hui, Genève, la ville où on habite normalement. Et on voit qu'en avion, on peut aller au Svalbard. En bleu, on voit la route qu'on a fait en 2018. On est parti de l'Islande avec le bateau jaune que vous avez vu. On est passé par le Groenland. On a fait 10 jours de traversée pour arriver au Svalbard et on avait la chance, avec la glace, on a pu faire la circumnavigation entière. Cette année, on est parti avec le bateau de Tromsø, au nord du Norvège. Vous voyez un peu les distances là, c'est assez impressionnant. On passe déjà pas mal d'heures d'avion juste pour arriver au nord du Norvège. Et du Tromsø à Svalbard, ça c'est 4 jours de traversée, 4 jours de navigation non-stop. C'était un petit baptême pour Kevin, il va vous en parler après. Et à droite, là, vous voyez, je gâche déjà un peu l'histoire, mais on voit qu'on n'a pas arrivé à faire la circumnavigation. On n'est même pas arrivé dans la zone qu'on appelle Airship Search Area, la zone où on pense qu'on pourrait retrouver des restes du dirigeable qui est disparu en 1928. Donc, on s'est arrêté le point le plus nord, Lady Franklin Fort. On a fait tout ce qu'on voulait faire du point de vue scientifique et c'est une belle aventure. Par contre, on n'a pas réussi à aller là-bas. Pourquoi pas? Eh bien, cette année, il y avait beaucoup plus de glace qu'en 2018. Et même si on a attendu, on était déçus, on a essayé, peut-être qu'il fallait passer de l'autre côté. Cette année, l'Arctique m'a dit non, cette année, vous ne passez pas. Donc, on a dû s'arrêter là où on voit le fin de la route et on a dû retourner aussi. Là, si on revient un peu, on voit aussi les points principaux après que Kevin va en parler. Longyearbyen, c'est la ville de 2500 personnes. On peut y arriver, tout le monde peut y aller en avion, c'est assez facile. On passe par Oslo, Tromsø. Par contre, en touriste, on peut rester seulement dans une zone qui est autour de là. Après, on voit Nyalsund, le petit endroit, j'oublie tout dans le mot français, communauté scientifique. Et puis, plusieurs fjords qu'on a fait parce que notre science est quand même plus axée autour des glaciers. OK, continuez. Donc, après, ça, c'était donc pour où est-ce qu'on est allé. Comment, how, en anglais. C'est clair qu'on arrive à Longyearbyen avec l'avion. Il y a quelques petites routes. Il y a, je pense, 30 km de route en tout, mais on ne peut rien faire en voiture. Soit on prend les chiens traîneaux ou les motoneiges en hiver. Et si on veut vraiment explorer l'île, il faut un bateau. Et ça paraît peut-être étrange, mais ce qui est très important pour nous, pour faire la science comme on le fait, c'est-à-dire en petite échelle et en pouvant s'approcher de la côte, il faut un bateau assez petit, pas comme le grand qui est derrière.
de préférence en métal, pas un voilier en plastique, bien sûr. Il faut qu'il ait pas beaucoup de profondeur pour aller dans les zones qui ne sont pas cartographiées. Et on avait un quille, comment on dit ça en français? Une quille rétractable, très important. Et bien sûr, il fallait aussi un capitaine à bord qui est expérimenté, qui connaît l'Arctique, c'est lui qui prend les décisions, qui prend le risque, qui décide si on y va, si on n'y va pas. Il faut lui faire confiance à 100%. Donc, on trouve un compromis entre un bateau assez solide, métallique, pas trop profond, mais ça veut dire qu'on peut partir avec un bateau comme celui-là qu'on a trouvé, heureusement, parce que l'autre bateau n'était pas disponible, qui fait une quinzaine de mètres de long, qui prend 2000 litres d'essence, 1600 litres d'eau, la nourriture pour 6 semaines, tout l'équipement. Mais ça veut dire aussi que sur les 12 places à bord, il n'en reste que 10, parce qu'avec tout l'équipement qu'on a amené, on n'avait pas assez de place à bord. Les 10 personnes, vous pouvez vous imaginer qu'on a beaucoup d'amis, collègues qui aimeraient bien venir avec nous pour faire des expéditions, mais tout le monde doit être assez utile à bord. On a les 2 crews, le capitaine et le co-skipper. Ça, c'est vraiment le minimum du minimum. C'était très bien parce que le co-skipper, c'était une Italienne qui cuisinait très bien, donc on a très bien mangé tous les jours. Il y avait nous 3 de Polar Quest, donc plutôt organisation et support. Et communication. Et communication. Même si c'est du blabla. C'est du blabla. Et la place pour 4 scientifiques. Parce que c'était quand même nos, disons, clients qu'on a amenés là-bas et on les a donné la possibilité de faire leur science là-bas. Et comme on n'avait que 10 places, il ne restait qu'une place. Et là, on a dû choisir entre le médecin ou le caméraman. À choisir. Je ne sais pas ce que vous auriez choisi. Bon, ce n'était pas vraiment un choix, mais à la fin, on a pris le Il n'est pas bon dans l'arbre d'ajout. Soit le bon médecin, soit le bon caméraman. Après, il y a, comme j'avais dit, il y a l'essence, l'eau, la nourriture pour 6 semaines au minimum. L'annexe, en anglais, c'est un tender. Un annexe, un petit Zodiac, un deuxième Zodiac pour la sécurité. Et tout ça pour être autonome, parce qu'il faut quand même pouvoir être tout seul pendant au minimum 4, mais jusqu'à 6 semaines. Et au début, on se dit comment on va faire tout ça, mais à la fin, tout rentre dans le bateau. Les 10 personnes inclus, mais c'est plutôt Kevin qui va nous montrer. Si on avance. Après, il y a l'histoire des camps. On ne peut pas se dire, bon, on a envie d'aller là-bas, on prend l'agenda, quand est-ce qu'on y va? Il y a plusieurs contraintes. Cette année, c'était particulièrement difficile. Il y a trois contraintes principales. Il y a la glace, il y a la lumière, et cette année, il y a le Covid en plus. Bien sûr. Donc, soit on part en août, avec un peu de chance, il n'y a plus de glace, on le voit en 2018, et il ne fait jamais nuit. Jamais nuit, c'est assez intéressant parce qu'on dort moins, on fait plus de choses, et c'est plus sûr pour la navigation. Parce qu'on a les icebergs à vue, même ceux qui ne passent pas dans le radar. Exactement. On fait beaucoup de navigation, donc on doit se relayer pour faire la voile, il faut regarder. Donc, le noir, ce n'est pas très sûr dans cette région. Après, il y a septembre où il y a probablement moins de glace, ce qui est vrai parce qu'aujourd'hui, c'est libre. On aurait dû partir quelques semaines plus tard, mais bon. Par contre, il y a moins de lumière et il y a le plus grand risque d'orage qui arrive en septembre. Et puis, avec la quarantaine, ce qui était vraiment une grosse contrainte, c'est que la Norvège était assez stricte. Et en fait, la Norvège, on voit encore sur les cartes juillet 2021, impossible d'aller en Norvège, même vacciné, même tout ça. Donc, on a eu pas mal de chance parce que la Norvège s'est ouverte. En fait, le jour où on est parti, ils ont accepté les certificats de vaccins français et suisses qu'on avait nous. Donc, c'était vraiment un peu la peur pour le pari. Le pari. On avance. Bon, si on retourne quand même encore un, pardon. Vous pouvez retourner un slide, Sébastien? Pardon. Juste un retour. Pardon. À droite, on voit la carte. C'est le 6 août. Cette carte-là, on la regardait tous les jours. Et dans les différentes couleurs, on voit l'intensité de la glace. Donc, rouge, ça veut dire pack ice. On peut marcher dessus, on peut atterrir un avion dessus. Puis orange, c'est encore épais. Le jaune, c'est 60%. Puis le vert, c'est ouvert. Le bleu, c'est 10%. Et on se dirait, bon, le bleu, 10% de glace, c'est bon. On passe, il n'y a pas de problème. C'est vrai, on peut passer en voilier.
Et là, il faut vraiment aller doucement et on ralentit à 2 nœuds parce qu'on doit éviter les icebergs. Déjà, le bleu, c'est déjà compliqué. En fait, il faut une image comme celui d'août 2018 pour vraiment pouvoir naviguer en sécurité. À l'est. Et si vous vous rappelez, la zone où on voulait aller, où la recherche du dirigeable, c'est en haut à droite, il y a la petite île là. Cette année, c'était impossible en août. Il s'est que ouvert depuis cette semaine. OK. Sébastien? Next. Qu'est-ce qu'il faut? Donc, il faut savoir où on va, il faut voir le bateau, il faut trouver le capitaine, il faut s'arranger avec lui, qu'il a le temps, etc., bien sûr. Après, c'est pas si facile que ça. Le Svalbard, c'est une île gérée par les Norvégiens, qui sont des gens assez stricts, assez compliqués. On a bien vu, donc il faut les autorisations. À commencer, il faut prouver qu'on est quand même des scientifiques, qu'on veut faire de la science, parce qu'en dehors de la zone qui est autour de la ville, normalement, on ne peut pas y aller. Il faut un permis pour faire des sciences, et en fait, il faut faire un permis par type de sciences qu'on fait. Il faut le décrire, qu'est-ce qu'on fait, comment, est-ce qu'on prend des relevés, etc., quel équipement, est-ce qu'on gêne les animaux, il faut tout décrire. Et les instituts doivent être aussi enregistrés. Ouais, et il faut venir avec des instituts, mais bon, là, on était bien représentés. Après, il faut l'autorisation formelle de la police qui s'appelle Sysselmannen là-bas pour sortir de la zone. C'est plutôt une question de sécurité pour qu'ils savent où on se trouve, au cas où il y a un pépin. Donc, ils contrôlent si on a bien le téléphone satellitaire, si le bateau est en règle, etc. Il faut, je vais en venir, il faut la permission pour porter les armes, parce que qui dit Arctique dit ours polaire, même s'il y en a peut-être de moins en moins, c'est pas sûr, il y en a beaucoup là-bas. Et en final, il faut les permis pour les drones. Nous, on utilise beaucoup les drones. On l'utilise, vous le verrez après, pour vérifier pour les ours, faire le mapping en 3D. Et quoi d'autre? Pour la vidéo, bien sûr. Oui, la communication toujours. Communication, le blabla. Non, ça c'est les images. OK, on continue. Après les autorisations, j'en parlais déjà, il dit Arctique, dit ours polaire. Déjà, en arrivant à Longyearbyen, Kevin va vous en parler, on trouve tout de suite le panneau attention ours polaire. Au début, on dit que c'est une blague, c'est pas vrai, comment ça se fait? On s'aperçoit vite que c'est un vrai problème, un vrai danger. Donc, ils ont l'air tout mignons. Là, c'est une photo de 2018, une mère avec son fils, très beau. On continue. Ça, c'est l'autre fils qui est en train de manger un phoque. Là, on commence déjà à se réaliser que okay, ça, c'est un petit, hein, il a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Prochain slide. En fait, l'ours, c'est un chasseur. Les mâles, ils peuvent peser jusqu'à 800 kg. 300, 800 kg. Le record, je pense que c'est 1000 kg en Alaska. Sur ses pattes arrière, ils font 3 mètres de haut. Il court à 40 km/h. Il nage, il peut nager 1000 km dans la glace. Il peut tout grimper. Et c'est un peu choquant de le dire comme ça, mais il a envie de nous manger. Vivant. Vivant. Et il n'attaque pas comme un tigre, il mange. C'est comme il est habitué avec les phoques, il commence à manger. Ça fait quand même un peu peur. Et pendant qu'on a fait les cours de défense d'ours, j'en reviens, on nous a appris les types d'ours qui sont dangereux. C'est les femelles avec les petits, les jeunes, les mâles et ceux qui ne sont pas très bien nourris. Donc, en autre mot, ils sont tous dangereux. Il n'y a pas une variante qui n'est pas dangereuse. Imprévisible. Là, c'est une photo pas très agréable, mais le conflit est réel. Tous les ans, il y a des ours qui sont tués. Et l'inverse, tous les ans, il y a des personnes qui sont tuées par des ours. Là, c'était un cas où un bateau avec les touristes, avec les guides, sont allés sur une plage où il y avait des baleines, donc il y avait beaucoup d'ours. L'ours a attaqué un des guides, il s'est fait très mal, l'autre guide l'a tué. C'est un conflit à éviter. Il y a eu un ours de mort et une personne blessée. Souvent, c'est l'inverse aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. OK, next. Donc, dans ce cas-là, c'est nous qui organisons l'expédition. On n'a pas de guide avec nous. En fait, c'était nous, les guides. Donc, il faut se protéger contre les ours. Nous, on a commencé à utiliser le drone. On avait un petit drone qu'on appelle le bear drone, le drone pour l'ours. C'est pour moi la chose la plus importante parce qu'on peut, avant d'aller sur Terre, on peut
peut voir ce qui se passe. On peut regarder derrière la butte, derrière le bois, est-ce qu'il y en a qui se cachent, parce que les ours, c'est des chasseurs, ils vous attendent. Donc, c'était pour nous la première chose à faire. Après, on avait des pistolets à lance-fusée. Quand on les voit à 100, 200 mètres, on peut essayer de les faire peur. Il y a des ours qui courent tout de suite, il y a d'autres ours qui ne s'intéressent pas du tout. Il y a d'autres ours qui mangent les fusées une fois qu'ils auront. Donc, c'est un autre niveau d'essayer de les faire chasser. Et pour le dernier niveau qu'on veut vraiment éviter, c'est obligatoire amener les fusils. On peut les louer à Longyearbyen, il faut le permis, il faut faire le stage. Là, on voit les photos de stage qu'on vient de faire. L'autre photo, c'est par là en 2014, c'était le stage pendant l'hiver. C'est des gros fusils, c'est des fusils de la Deuxième Guerre mondiale allemande qui sont restés. On voit encore la croix gammée dessus. C'est des 30-06, c'est gros calibre, ça pèse 4 kilos. 5. Ouais, 4-5 kilos. Ouais. Et Kevin et moi, on se promenait toute la journée avec ça. Donc, ça devient pénible après un certain moment. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui est obligatoire là-bas. Il ne faut pas stresser quand l'ours arrive. Quand l'ours arrive, quand il est à 30 mètres et qu'il a envie de vous charger, vous avez 2 secondes pour vous décider de tirer. Heureusement que c'est pas arrivé. Heureusement qu'on avait le drone, honnêtement, parce que se promener et tout à coup rencontrer un ours, ça, c'est la situation la plus drôle. Après, communication, gros choc. Au Svalbard, à part Longyearbyen, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de téléphone. Les téléphones, on les met de côté. Il faut communiquer d'une autre manière. Bon, il y a le téléphone satellitaire, qu'on utilise plutôt très rarement, c'est très cher. On a le InReach, l'Iridium, qui est un tracker. C'est à partir de là que j'ai pu reconstruire comment on est allé. On peut aussi envoyer des messages. Il y a les VHF pour parler avec le bateau. Il y a les trackers pour le bateau. Il y a l'emergency obligatoire. Puis bien sûr, il y a tout l'équipement de navigation sur le bateau. Mais c'est différent qu'ici. On ne sort pas le téléphone, on ne fait pas un petit WhatsApp, t'es où? Ça ne marche pas comme ça. Ici, c'est qui a la radio, qui n'a pas la radio, qui prend le fusil, qui prend le pistolet, est-ce que le capitaine est au courant, à quelle heure on revient, etc. Donc, c'est toute une organisation. Et next. Bon, je fais un peu bref là-dessus. Vous pouvez vous imaginer qu'il fallait qu'on amène beaucoup d'équipements. Il y a l'équipement perso qu'on amène en avion. Heureusement, avec le SAS, on peut prendre 2 fois 23 kilos. L'équipement scientifique qu'on a envoyé dans cette caisse-là, elle a l'air innocente, mais cette caisse, elle nous a posé beaucoup de problèmes. Au dernier moment, on pensait qu'elle n'allait pas arriver. Gros problème, le transport d'équipement. Et bien sûr, sur place, Tromsø, Longyearbyen, on peut acheter la nourriture, l'essence, etc., l'eau. Et le bateau, bien sûr, elle était déjà équipée avec tout ce qui était sécurité, médicaments, etc. Et là, je laisse la parole encore une seule slide, et je laisse la parole à Kevin, le nouveau venu dans notre association. Et c'est plutôt ses impressions du voyage qu'il va vous transmettre. Moi, c'était juste pour mettre un peu où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont nos difficultés, etc. Ouais, c'est bon. C'est directement le deuxième. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Et puis, merci du coup à PolarQuest aussi de m'avoir accueilli dans cette nouvelle aventure. C'est la première fois que je parle avec eux. Donc, moi, je suis aussi ingénieur au CERN. Je suis parti l'an dernier avec une autre mission au Groenland, donc sous l'étendard PolarQuest aussi. Donc, c'était ma 2e mission en Arctique. Et là, je vais vous raconter un petit peu donc, ce qu'on a fait depuis le départ et jusqu'à l'arrivée. Donc, on a commencé l'aventure, véritablement l'aventure, à Tromsø. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir quand on est arrivé, c'était exactement comme ça. Donc, la première chose qui choque, c'est les 24 heures sur 24 de jour. Donc ça, il faut s'habituer. C'est un petit peu perturbant, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un cycle jour-nuit classique là-bas. Donc, il faut toujours être sous la lumière du jour. On s'habitue un petit peu rapidement, mais voilà. Et la deuxième chose à laquelle il fallait s'habituer, c'est les différents problèmes auxquels on peut rencontrer quand on est en expédition, et notamment les problèmes sur le bateau. Donc, en fait, le bateau, c'était un bateau en voilier qui avait fait le Nord-East Passage, Nord-West Passage.
donc en passant par au-dessus de la Russie, ce qui est quand même assez difficile à faire. Et il est resté 2 ans sans naviguer, et en restant 2 ans sans naviguer, il y a eu énormément de problèmes. Donc on a passé une bonne partie de la préparation en Norvège sous les cales du bateau à essayer de tout réparer. Donc à peu près tout ce qu'on a testé ne marchait pas. On a mis le bateau à l'eau, il y avait le refroidissement du bateau qui ne marchait pas, donc normalement on a des pompes qui viennent prendre l'eau pour refroidir le moteur, ça ne marchait pas, on était obligé de purger ça. Il y avait l'alternateur qui ne marchait pas. J'ai même dû aller en tant que plongeur sous le bateau parce qu'il y avait une quille. Donc la quille, comme on l'avait dit, ça permet d'équilibrer le bateau et de guider mieux le bateau pour garder le cap. Et là, en fait, la quille, elle ne voulait pas descendre. Donc si ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Donc ils m'ont envoyé avec un pied de biche. Ils m'ont dit, bon, t'y vas, et puis on verra bien. Puis je l'ai fait, ça a descendu et on pouvait partir. Et on a eu énormément de problèmes pour commencer. Et ensuite, une fois qu'on était prêt, on a pu donc partir pour faire la traversée. Avancer. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une traversée? Et bien, en fin de compte, on est principalement au milieu de la mer, on voit strictement rien, et c'est 4 jours non-stop. Donc 4 jours où il n'y a pas de pause. On ne peut pas ne pas avancer. Le bateau avancera tout le temps, et on doit aller jusqu'au Svalbard, dans une mer qui est quand même assez forte. On peut avancer encore un. Voilà, on va voir. Donc ça, c'est vraiment pas un temps fort, mais on peut avoir des vagues qui bougent le bateau comme ça. Voilà. Ça peut être classique. Donc à l'intérieur, je vous laisse imaginer la cuisine. Si vous décidez de préparer quelque chose, ça bouge énormément. Et donc on avait un petit cockpit pour pouvoir se réfugier contre le vent froid, parce qu'il fait extrêmement froid là-bas, et aussi pour être plus à l'aise en cas de navigation. Donc ça, c'est l'intérieur du bateau. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de comment c'était dans le bateau. Donc, c'est vraiment un cocon, on se sent vraiment bien. Et quand on sort par une trappe. Et cette trappe-là, c'est vraiment la dernière protection avec le froid. Donc, on ferme toujours cette trappe-là parce qu'il fait froid dehors. Et il y a d'autres notions, il y a des notions de sécurité qui arrivent. Donc, vous allez voir, la première chose que je vais faire, par exemple, en sortant, c'est m'attacher. Là, je sors, je m'attache tout de suite. Pourquoi? Parce que si on ne s'attache pas, eh ben, on tombe. Si on tombe dans l'eau, vous allez me dire c'est pas très grave, sauf qu'à des latitudes comme ça, l'eau, elle est entre 0, elle peut descendre de 0 jusqu'à voire moins 2 degrés parce que c'est de l'eau salée. Donc, si vous tombez, vous avez entre 5 et 15 minutes avant de faire une hypothermie, puis pouvoir bouger et mourir. Donc, quand quelqu'un tombe à l'eau, c'est vraiment la dernière chose qu'on souhaite à bord parce que c'est un danger mortel et ça va très, très vite de ne plus pouvoir bouger. Donc, on est toujours avec un gilet de sauvetage. Ça, c'est indispensable. Et on est toujours attaché sur le bateau. Et donc, moi, c'était ma première traversée aussi longue. J'en avais fait une pour le Groenland. Mais là, j'ai fait une journée. Donc, on parle de 5 F. C'est les 5 choses qui vous rendent malade quand vous êtes en bateau. Donc, il y a la fatigue, il y a la faim, il y a la frousse, le fait d'avoir peur, le froid et la soif, parce qu'on sait pas le F. Et donc, si un de ceux-là commence, en fin de compte, c'est un cercle et vous commencez à tous les avoir. Et moi, j'avais les 5. C'est-à-dire que la peur, par exemple, la frousse, vous l'avez parce que vous avez peur d'être malade. Et au bout d'un moment, où, en fait, vous ne pouvez plus rien faire. Il y a même un jour où, en fait, on fait des quarts de 4 heures où on s'alterne entre les équipes parce que comme le bateau avance tout le temps. Et moi, quand j'allais dormir, j'ai déjà dormi avec l'intégralité de mes affaires, même mon gilet de sauvetage, parce que je n'en pouvais plus. Et après, on s'habitue. Et une fois qu'on est habitué, là, enfin, ça va mieux. On commence à apprécier du coup, d'être en pleine mer, avoir rien autour de nous, être dans un espace où il fait quand même relativement froid, le vent, tout ça. Donc, à l'intérieur, comme vous l'imaginez, on est dans un espace qui est limité, c'est vraiment très limité. Donc, on était 10 personnes dans un petit bateau, avec des scientifiques, des personnes que vous ne connaissez pas forcément. Donc, le premier réflexe que vous avez, c'est un réflexe naturel. Vous aimez avoir votre espace. Si je vais parler à quelqu'un, je ne vais pas lui parler comme ça parce que ça paraît quand même un peu bizarre. Donc, en fait, à la fin, on n'a plus cette gêne. On est constamment les uns sur les autres et ce n'est plus un problème parce qu'il n'y a pas d'espace. Donc, au début, on a tendance à être loin des autres, mais on est toujours obligé d'être proche parce que du fait de cet endroit très confiné. Et à la fin, on fait des repas comme ça, des apéros. Des petits... Ouais, et une bouteille de s'occuper aussi. Beaucoup d'apéros. Exactement. Et donc, il y a un rythme qui change, un espace qui change. Votre point de repère, qui est votre maison, c'est ce bateau. Vous êtes vraiment attaché à ce bateau. Vous sortez dehors, c'est hostile. Vous sortez dehors, il y a des ours.
il y a des choses dangereuses. Vous pouvez tomber à l'eau. Et donc, vraiment, vous avez cette impression de sécurité à l'intérieur du bateau et qui est très bien représentée ici. On se sent vraiment à l'aise. Donc, on a traversé la mer, cette mer qui était assez agitée et une mer assez imprévisible, pour atteindre donc Longyearbyen, comme vous avez montré mal. Et donc, Longyearbyen, c'est la capitale la plus au nord du monde. Donc, c'est une ambiance, mais vraiment particulière. On va avancer encore une fois. Donc, il y a 2500 habitants. Donc là, on peut voir, c'est très joli. Et encore une dernière fois. Et il y a plein, en fin de compte, d'endroits dans cette ville où vous avez des bâtiments abandonnés, par exemple. Des anciennes mines, parce que c'est des anciens miniers. Donc, par exemple, on se chauffe là-bas, pas à de l'énergie très propre, on se chauffe au charbon, mais c'est ce qu'il y a de... C'est local. C'est local, exactement. Le charbon est directement dans les mines qui sont à côté, et c'est encaissé entre deux vallées, comme on peut voir. Et dès qu'on décide de sortir de cette ville-là, eh ben, on a ce genre de panneaux partout qui nous disent « attention aux ours ». Et même dans la ville, il y a, par exemple, le responsable du camping l'an dernier de Longyearbyen qui, malheureusement, s'est fait manger par un ours dans le camping. Donc, ça peut arriver très, très vite. Il y a une histoire d'une fille aussi qui est montée en ski de rando en haut de la montagne et qui se fait manger en la montagne. Donc, il faut rester alerte. Et donc, encore une fois, donc notre point de repère qui devient notre maison devient le bateau, mais aussi nos réflexes changent. On devient vraiment dans un mode expédition, qui est un mode où il faut faire attention à ce qu'on fait. Même si on a envie de courir, par exemple, quand on part sur Terre, si on se fait une cheville ou si on se blesse, il n'y a personne qui va venir pour nous aider. Donc, il faut vraiment être vigilant. Si, il y a le caméraman. Il y a le caméraman qui va finir. Qui n'est pas médecin. Voilà. Donc, à cet endroit-là, on a accueilli différents scientifiques et je vais vous présenter un petit peu la type de science qu'on a fait avec les différents scientifiques. Donc là, on peut passer 2 fois pour avoir les deux premiers scientifiques qui étaient les scientifiques qui se sont occupés des greenhouse gases, donc c'est-à-dire les gaz à effet de serre que vous connaissez très bien, l'ADN environnemental. Puis, on avait un scientifique géologue qui s'occupait de la partie mapping 3D, sonar, ouais. Et le dernier scientifique, John Luca, qui s'occupait donc de la partie mapping 3D, donc le drone. Donc après, on s'est déplacé, on allait jusqu'à Lilleaukfjord. Donc Lilleaukfjord, vous arrivez, c'est ça. Voilà. Ça se passe de commentaires, c'est magnifique. C'est tout le monde, même nous, quand on est tous arrivés ensemble, tout le monde est sorti du bateau et il n'y avait pas de bruit. On regardait. Parce que c'est vraiment ça, et encore le fait d'être entouré par toutes ces montagnes, c'est vraiment une sensation qui est peu descriptive. Et donc, notre but, c'était d'étudier, faire de la science autour des glaciers, parce qu'on peut faire beaucoup de science autour des glaciers, et ça donne beaucoup d'informations, notamment sur les espèces qui évoluent, mais aussi sur le retrait des glaciers eux-mêmes, qui peut donner des informations sur le réchauffement climatique. Donc, le premier projet qu'on a fait, c'est l'ADN environnemental. Donc là, vous pouvez voir qu'on utilise quelque chose qui est des Niskin bottles, c'est des bouteilles qui permettent de capturer l'eau à différentes profondeurs. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on capture l'eau? Et bien, en fait, on va avoir avec ces échantillons-là, on va pouvoir filtrer, on va être capable d'extraire l'ADN de l'environnement. Et en extrayant l'ADN de ces environnements, on est capable de donner des informations sur le réchauffement climatique, notamment par rapport aux espèces qui ont évolué dans ce milieu-là. Donc, comment on fait ça? On va partir du glacier et on va aller jusqu'à la sortie de ce glacier-là, qui est enfermé dans un fjord, en fin de compte, et jusqu'en mer. Donc là, vous pouvez voir qu'en mer, on avait déjà du public. C'était quelques oiseaux qui pensaient qu'on était un bateau de pêcheurs, mais on n'a rien sorti, mis à part des sondes, rien sorti d'intéressant, donc ils sont quand même restés. Et donc, vous voyez, en fait, on part du glacier, le glacier il est tout au bout, et on fait différentes stations. Donc, on va faire différents prélèvements avec toute une batterie de choses. Moi, j'étais là pour aider, pour assister les scientifiques. Donc, je ne suis pas la meilleure personne compétente pour vous parler techniquement, mais par contre, je peux vous dire tous les process qu'on a effectués. Et donc, de ça, en fait, on peut tirer en fait, des informations sur le type d'eau au fur et à mesure qu'on va sortir de ce glacier-là. On va avoir des informations qui vont être sur la salinité de l'eau, des informations qui vont être sur la température, sur l'activité marine, biologique. Voilà. Et donc, on a en fin de compte des graphiques qu'on est capable de reproduire pour pouvoir nous donner des informations sur comment évolue cette activité
dans un environnement qui est proche d'un glacier jusqu'à un environnement, on va dire, plus classique, qui est en dehors de ce fjord et qui ressemble à l'activité marine classique. Donc, la deuxième chose qu'on a étudiée là-bas, c'est les gaz à effet de serre. Donc, les gaz à effet de serre, méthane, CO2, qui nous permettent d'avoir des informations vraiment très parlantes sur le réchauffement climatique. Et la pollution, là. Exactement. Donc, comment on fait pour faire ça? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va secouer, on va prendre de l'eau, on va secouer cette eau très, très forte. On va réussir à extraire, en fin de compte, les gaz grâce à une simple seringue comme ça, l'injecter dans une petite seringue, puis après les injecter dans des sortes d'échantillons. Hop, on passe encore. Et une fois qu'on a réussi à récupérer ce gaz-là, il va être analysé plus tard pour savoir le taux de concentration de CO2 et de méthane. Et ce qui est très important dans ce type de recherche, c'est de multiplier le nombre de fois où on va faire des prélèvements. Donc, vous pouvez voir tous les points verts. C'est suivant notre parcours, le nombre de fois où on a fait tous ces prélèvements-là. Donc, il y a des prélèvements qu'on a fait dans des fjords, des prélèvements qu'on a fait en pleine mer, des prélèvements qu'on a fait dans des lacs d'eau douce, des prélèvements qu'on a fait à côté des glaciers qui vont avoir des infiltrations d'eau douce avec la fonte de ces glaciers. Voilà. Donc, on l'a fait vraiment dans plein de types d'environnements. On n'a pas encore les résultats, mais on les aura bientôt. On s'est ensuite déplacé vers Lady Franklin's Fjord. Donc, Lady Franklin's Fjord, on peut passer encore une fois. Sur la route de Lady Franklin's Fjord, on est passé par un endroit où plusieurs personnes étaient assez inquiètes qu'on prenne ce passage parce que on passait par des endroits qui étaient non mappés. Donc là, uncharted. Et comme vous pouvez voir sur notre map électronique, notre carte électronique, on peut voir que sur les cartes marines, c'est tout bleu au-dessus du 80e parallèle. Vous voyez que là, on est à 79 degrés. Et quand on va monter un peu plus au-dessus du 80e, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien et il commence à y avoir des problèmes de navigation qui sont liés, par exemple, la tenue du cap, il est tenu par un cap magnétique. Et donc, si on n'a plus ce cap magnétique, on fait des tours. Donc, il faut être extrêmement vigilant parce qu'on n'a plus aucune indication. Et donc, là, le but pour nous, c'était de faire du scanning, donc avec un sonar. Et pour faire ça, on utilise voilà, un sonar. Et on peut avoir des informations, en fin de compte, au fur et à mesure qu'on avance, on va faire le mapping en temps réel de ce qui se passe sous nous. Voilà. Donc, on voit l'avancement du bateau, mais aussi, on voit ce qui se passe sous nous. Donc, on voit les différents rochers, on voit les différents canyons. Voilà. Donc, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a beaucoup la vision sous l'eau, avec, je sais pas moi, Nemo, par exemple, le film. Donc, on imagine quelque chose de extrêmement varié avec des canyons, plein de poissons, des baleines partout. Et en fait, c'est quand même assez plat, enfin, en tout cas en Arctique. De ce qu'on a vu, moi, je me posais la question pourquoi les scientifiques, au début, à chaque fois qu'ils voyaient un beau caillou, ils disaient « Waouh, super caillou !» Et en fait, effectivement, à la fin, on finit par aussi s'intéresser à tout ce qu'on voit qui est différent de quelque chose de plat. Et donc, on avait des informations sur le type de sol, sur le relief et sur les profondeurs. Donc, on utilisait donc un sonar. Et donc, à quoi ressemble le sonar? Donc là, on n'a pas le son, mais c'est dommage parce qu'on entend, enfin, ça fait un petit bruit un peu comme des dauphins, et puis des petits qui permettent en fait de faire de l'éco-localisation et de donner des informations. Donc, ça ressemble à ça, et ça traînait sous le bateau tout le temps. Donc, pour pouvoir le faire marcher, on était obligé d'avoir un rythme de croisière assez lent, qui était de l'ordre de 6 nœuds. Donc, on est relativement lent quand on fait du mapping, et notamment quand on cherche quelque chose en particulier comme une épave. C'est des opérations qui peuvent prendre quand même relativement mal de temps. Donc, on est arrivé sur Lady Franklin's Fjord, encore un endroit incroyable. Et ça, c'est un des glaciers donc, les moins visités du fait justement de la dangerosité d'accès à ce glacier. Alors, vous voyez, on était quand même assez proche donc, de cet énorme glacier qui continue. Quand on est en face, on ne se rend pas forcément compte parce qu'un glacier, ça paraît assez petit. Puis plus on se rapproche et plus en fait, on a quelque chose qui grandit en face de nous et ça peut faire plus de 100 mètres de haut. Et en fait, derrière, c'est gigantesque. Derrière, c'est la glace à perte de vue. Et le bruit, quand vous êtes là-bas, est aussi assez incroyable parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a de l'orage alors qu'il fait jour 24 heures sur 24. Et c'est vraiment des bruits, des décharges de tonnerre. Donc, c'est pour ça aussi que des fois, il y a des ours. On a tendance pour vouloir leur faire peur, on tire un coup en l'air avec le fusil pour espérer qu'ils s'en aillent. Et eux, ils ne sont pas du tout inquiets, mais parce que le bruit
d'un glacier qui bouge, c'est vraiment des bruits de tonnerre très forts. Donc, en faisant ce mapping et en passant plusieurs fois à plusieurs reprises, on est capable, en fin de compte, de voir ce qu'il y a sous nous. Donc, il y a deux intérêts en faisant du sonar, de l'activité avec le sonar, c'est qu'on peut mapper, ouvrir des voies de navigation, mais on peut aussi analyser les glaciers. Donc là, ce qu'on voit, c'est complètement ce qu'on a fait. Donc le glacier était là, donc c'est un peu plus, il y a moins de fond, donc la partie qui est jaune. Et quand on est passé comme ça, donc on voit suivant les couleurs, plus c'est foncé et plus c'est profond, on peut voir des stries. Et ces stries-là, ça s'appelle des moraines. Et en fin de compte, on est capable de donner l'histoire du glacier. Parce qu'en fait, le glacier va reculer. Il a tendance à avancer, puis reculer, avancer d'un mètre, reculer de 2 mètres, avancer d'un mètre, reculer de 2 mètres. Et quand il fait ça, il va laisser des signatures de ce glacier-là dans l'eau et qui nous permettent de donner des informations sur les activités qui sont passées, donc les cycles de chaleur, les cycles au fur et à mesure du temps. Donc, pour vous donner une ordre d'idée aussi, c'est en jaune, là, ce qu'on voit qui n'est pas très beau, c'est ce qui est prédit par les satellites. Parce qu'en fait, avec les satellites, on est capable, suivant la clarté de l'eau et les couleurs, les contrastes, de donner une approximation sur les profondeurs. Et donc, les satellites nous donnaient des eaux extrêmement peu profondes. Mais en fait, quand nous, on est passé, ce n'est pas du tout ce qui avait été mappé. Donc là, on peut revoir la chose. Et donc, on est passé, à différents endroits et on a vu des choses qui étaient relativement intéressantes. Et dans les choses qui étaient intéressantes, on a vu, donc là, vous voyez le petit point qui est en haut, entouré, là, on dirait qu'il y a cet endroit qui est juste là, une sorte de petite île au milieu. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare. C'est en fait des dépôts de sédiments. Donc, c'est-à-dire que quand le glacier va avancer et reculer, il peut se passer un phénomène qui est un peu bizarre, qui est des dépôts de sédiments. Et là, les scientifiques ont dit, mais ça serait extrêmement intéressant d'aller voir ce qui se passe sous nous, alors que c'est environ une dizaine de mètres de profondeur. Donc, j'aurais dit, aucun problème, je peux y aller en plongeant. Donc, je me prépare, je suis sous la trappe. Ils me disent que tu vas y aller. Après, le capitaine n'était pas d'accord parce qu'il disait que c'était trop dangereux. Donc, il ne voulait pas me laisser partir plonger. Donc, j'étais très déçu. Puis après, les scientifiques ont convenu que c'était vraiment un capital. Donc, ils me laissaient partir. Et du coup, je pars en apnée. Vous partez dans une eau qui est à 0 degré. Et j'avais une petite surprise, c'est que je pensais qu'il faisait jour 24 heures sur 24 là-bas. Donc, c'est le cas. Donc, je n'ai pas pris de lampe ou quoi que ce soit. Et je vous laisse découvrir un petit peu la plongée. On n'a pas le son, malheureusement. Donc là, je dois suivre la chaîne, parce que si je ne suis pas la chaîne, donc là, en fait, la grosse surprise, c'est qu'à 4 mètres, je commençais quasiment à plus voir grand-chose, et je n'étais pas sûr de la profondeur qu'il m'avait indiquée. Donc là, je suis déjà dans le noir total, et je ne vois même pas ma main. Je ne suis même pas capable de voir ma montre, je ne suis pas capable de voir à quelle température je suis. À quelle profondeur je suis. Et en fait, je suis descendu à 13 mètres, donc ça va. En fait, il n'y avait que 3 mètres de plus que ce qu'il m'avait annoncé, mais c'était quand même assez impressionnant. Donc là, je suis en train de remonter légèrement. J'ai pris en fait compte des sédiments parce que je n'étais pas capable de prendre des images. Donc, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Et là, il ne faut surtout pas lâcher la chaîne parce que vous êtes en flottabilité négative. Donc, c'est là que vous coulez si vous vous lâchez et vous pouvez vous perdre parce que c'est noir. Donc, il faut être assez vigilant et il ne faut surtout pas lâcher la chaîne. Donc là, je remonte. Je mets bien la terre dans ma main pour pas qu'elle s'en aille, parce que je n'ai pas trop envie de redescendre tout de suite. Et je remonte dans le monde normal, voilà, avec les scientifiques qui m'attendent et qui s'attendaient à avoir de très belles images. Je leur ai dit, c'est tout noir. Donc, j'ai juste des sédiments. Voilà. Là, je leur montre, je leur dis, avancez. Donc, dans mes autres missions, donc moi j'étais plongeur, dans mes autres missions, il y avait aussi la mission on a parlé brièvement, qui était d'être en OWAC, donc c'est-à-dire surveiller quand il y a des activités scientifiques à terre. Donc, ça, vous êtes avec votre fusil qui est quand même relativement lourd et vous passez votre temps à surveiller pendant que les scientifiques peuvent se concentrer sur la science. On est ensuite allé à Bokfjorden. Donc, Bokfjorden, encore un endroit magnifique. Voilà, tout est très, très joli là-bas. Là-bas, vous pouvez voir qu'en fait, il y a des sortes de couleurs un peu différentes, un peu ocre. Et donc, ces couleurs-là, en fait, c'est le seul endroit au Svalbard où il y a une activité thermale. Donc, il y a des sources chaudes, des hotspots. Et ça, c'est aussi très intéressant de pouvoir les étudier. Donc, comment on fait pour étudier des endroits qui sont intéressants sur la Terre? Et donc, on va utiliser un drone. Donc, on a un pilote de drone qui était John Lucas et on a un deuxième acolyte qui est assez rigolo, qui est un pêcheur de drone. Donc, en fait, comme on est au-dessus du 80e parallèle,
on a toujours les problèmes dus au magnétisme. Et en fait, les drones qui se repèrent en partie aussi grâce au magnétisme, des fois décident de s'en aller. Et ça, quand vous avez un drone qui vaut relativement cher, qui commence à partir, c'est plutôt problématique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un fil de pêche avec une canne à pêche et quelqu'un a pêché littéralement le drone pour qu'il revienne s'il décidait de faire sa vie un peu plus loin que prévu. Donc, le type d'image qu'on va avoir, voilà, une type d'image qu'on va avoir, donc on a cette résolution qui est horrible à la base, c'est le maximum qu'on peut faire actuellement. Et nous, quand on arrive, on est capable, en fin de compte, de donner des données qui sont vraiment très riches en termes de précision. Et encore là, on est avec une résolution qui n'est pas du tout traitée, puisque par la suite, en fait, en passant et en quadrillant avec le drone, il est capable en fait de recréer tout le relief en 3D. Donc, on a vraiment une résolution, on peut voir chacun des troncs, on peut voir chacun des objets présents sur le sol. Et ce qu'on est capable de faire aussi, c'est de faire une analyse par infrarouge. Donc là, par exemple, pour les sources thermales, c'était vraiment très intéressant parce qu'on était capable de voir l'activité thermale sous terre avec ces différents mondes. Donc, thermale, 24 degrés. 24 degrés, oui, on reste en Arctique. Voilà pour moi. Et on continue un peu l'histoire avec la dernière étape, l'endroit le plus au nord qu'on a atteint, c'est l'île de La Goya. Comme vous l'avez vu dans les belles images, chaque endroit avait son propre aspect différent. C'est plusieurs îles. Svalbard, c'est un archipel avec la grande île qui s'appelle Spitsberg en français, et puis l'île nord-est à côté. Le côté ouest est mouillé par le courant du Golfe, donc c'est une côte plus chaude. Le côté est, il y a le glacier, le front glacial le plus long au monde, c'est 200 km. Donc la partie nord-est, il n'y a pas de courant du Golfe, c'est vraiment des vraies conditions arctiques. Et tout au nord, chaque île est différente. Chaque île est différente. Là, c'est la Goya. Avec Lady Franklin, c'est l'un des endroits les moins visités du Svalbard par des bateaux, tout simplement parce qu'on sait qu'il y a des eaux peu profondes, donc les bateaux ne s'y aventurent pas parce que ce n'est pas cartographié. Et donc, nous, on est allés à la Goya pour faire aussi le sonar, on l'avait tout le temps, donc on a fait aussi de la bathymétrie sur place. Mais on a surtout mené un autre projet, un petit projet, mais très important, qu'on avait déjà commencé en 2018, c'est le projet des plastiques. En 2018, on a prélevé des microplastiques, dont du plastique visible à l'œil nu, vraiment sous la banquise polaire, au 82e parallèle. Et ici, à La Goya, voilà, l'endroit le moins visité au monde. Voilà ce qu'on trouve, plein de plastique, et pas que des filets plastiques, mais aussi des objets. Si on regarde la prochaine. Et encore, voilà, un bidon avec encore lisible en italien, non disperdere nell'ambiente, ne pas disperser dans l'environnement. On a trouvé plein d'objets plastiques macro, pas microplastiques, par exemple un jouet de plage, un petit jouet, tout. Et donc, ce qu'on a étudié, c'est plastique en même temps que le bois flottant. Parce que tout ce plastique, évidemment, n'est pas produit ni consommé sur place, parce qu'il n'y a personne qui habite, mais ça vient des côtes de l'Europe, en particulier des côtes russes. Et ça vient des grosses rivières qui terminent en Arctique russe, donc Sibérie, etc. Mais on voit qu'il y a même des trucs écrits en italien. Après là, c'est intéressant de le construire. Et pour reconstruire tout le cheminement de ce plastique, on étudie en même temps que le plastique, le bois flottant. Parce que Svalbard, il n'y a pas d'arbres. Donc ce bois, il arrive par les mêmes chemins que le plastique. Et c'est les gros courants marins qui circulent dans la planète entière. Et en utilisant, en faisant de l'échantillonnage du bois, et en étudiant les macroplastiques avec les drones, avec l'intelligence artificielle, on peut mettre ensemble les données de l'un et de l'autre. Surtout avec le bois, c'est aussi facile de reconstruire l'âge du bois. Et voilà, donc on peut reconstruire l'origine de ce plastique, d'où ça vient. Parce que seulement si on connaît, on a vraiment ces informations en profondeur, d'où arrive ce plastique, etc., qu'on peut trouver les bonnes solutions. Parce que c'est clair qu'on ne peut pas se passer complètement du plastique. On peut se passer très volontiers du single use, du plastique à usage unique. Et tout ce qui n'est pas nécessaire à consommer en plastique, le packaging, etc., on peut nous-mêmes, avec notre propre conscience individuelle, l'éviter. Mais au niveau des gouvernements et des lois, c'est important de connaître vraiment la situation en profondeur avant de dire quelles sont les solutions.
pour éviter encore la pollution. Donc, avec Christelle, on s'est amusé à ramasser les gros troncs, à les numéroter, à les photographier avec des gants pour ne pas contaminer l'échantillon. Et après, on a dû les scier parce que le capitaine n'était pas content quand elle est arrivée avec un gros paquet de bois et a dit « Not on my boat », pas sur le bateau. Donc, tout le monde s'est mis à scier le bois pour réduire les échantillons pour qu'ils aient la place à bord. Donc, ça, c'était l'un des projets, disons, un peu parasites. On n'a pas fait toutes les stations, mais disons, même si on n'a pas réussi à arriver tout à fait à nord-est, du point de vue scientifique, cette expédition a eu beaucoup plus de succès que 2018. Parce que 2018, c'était une année de célébration. On a fait des célébrations en mer, des célébrations à Nyalesund, sur le 80e anniversaire de l'Italia. Et on a fait moins de stations de sciences, par contre. Et donc, on est très content de la science. Les échantillons sont à l'analyse à ETH, l'École polytechnique de Zurich, à l'Université de Genève, à Rome, à l'Université européenne de Rome, et à Danzig, en Pologne. Donc, et ça, c'est des données qui vont servir à faire des thèses, mais surtout, quand on parle du changement climatique, du panel ICCP, des 14 000 scientifiques qui travaillent, ils se basent sur les données de ces bateaux, de ces expéditions. Et d'ailleurs, un article, les expéditions de petite taille ont beaucoup plus de succès et on dit que ce sera le futur parce qu'on arrive à pénétrer dans des zones où les gros brise-glaces n'arrivent pas, de par la profondeur, de par le manque de cartes nautiques, ils s'arrêtent au 79e, ils ne vont jamais au-delà du 80e. Et donc, notre expédition, déjà en 2018, on disait on est des pionniers, il va y en avoir de plus en plus. Cette année, l'Université de Genève, par exemple, avait des scientifiques sur 3 voiliers. Le nôtre, un au Groenland, et Nanook, notre ancien voilier de la première expédition, qui a fait l'Islande, et puis il est reparti vers le Havre, en passant par l'Écosse et les îles Faroé. Donc voilà, ça c'est un peu le futur. Si vous voulez en savoir plus, ici vous avez donc notre site, il devrait apparaître, polarquest.org. Voilà. Puis on a Facebook, Twitter et Instagram. Et puis on a un petit fundraiser sur OKPAL, parce qu'on est une petite association et on vit aussi du soutien des citoyens. Merci beaucoup pour votre attention et on prend volontiers les questions autant que par les personnes présentes que par les personnes qui nous suivent en remote sur Zoom. Merci beaucoup. On va peut-être commencer par la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Peut-être si vous pouvez enlever votre masque et parler bien distinctement pour le public qui est sur le net. Merci. Bonjour à vous et merci beaucoup de votre présentation. C'était très intéressant. Moi, je me demandais pourquoi vous êtes 3 ingénieurs du CERN. Est-ce que, je crois que vous n'êtes pas ingénieur, vous êtes tous les 3 au CERN. Est-ce que le CERN s'intéresse à ces questions ou est-ce que vous êtes occupé parce que vous travaillez? Donc, le CERN, c'est le plus grand laboratoire de sciences au monde. On a 18 000 scientifiques qui se baladent par le CERN. Et c'est un endroit où c'est facile de rentrer en contact avec d'autres scientifiques. Aussi parce qu'on a une politique vers l'environnement qui est très présente, surtout dans les dernières années. Et c'est pour ça, c'est la facilité d'être ouvert à d'autres domaines de la science, à rencontrer des scientifiques du monde entier. Et puis aussi, la vraie origine du premier Polar Quest, il y a l'histoire de Nobiles qu'on voulait faire, mais ce qui a rendu possible cette expédition, c'était amener un détecteur de rayons cosmiques au pôle. Donc, la physique au pôle a aussi beaucoup de sens de faire de la physique au pôle, parce qu'au pôle, il y a une interaction de la radiation cosmique qui nous arrive, notamment du Soleil, mais du cosmos entier, grâce à l'attraction des aimants qui sont les 2 pôles, le nord et le sud, c'est des aimants qui sont sur la Terre, donc qui attirent les rayons cosmiques. Donc, il y a une interaction très intéressante en physique à étudier entre la radiation cosmique et les pôles. Donc, c'est pour ça, mais c'est pas le CERN. En fait, nous, on prend congé pour faire ces expéditions. On a un employeur qui est formidable et qui nous permet de prendre des congés épargne. Et surtout, si on part faire autre chose, par notre département RH, c'est considéré très, très motivant pour après revenir plus motivé et travailler bien et mieux dans notre environnement. Mais oui, il y a un petit overlap, mais ce n'est pas vraiment la raison. D'accord. J'avais une question aussi par rapport à ces rayons. Est-ce que vous pouvez avoir des protections particulières? Ah non, absolument pas. Alors, nous, chaque seconde, là, même en ce moment,
on a quelque chose comme 400 millions de rayons cosmiques par seconde par centimètre carré de surface. Donc, même sur nous, on a la radiation cosmique, elle est tout le temps. Sur Terre, on a la chance qu'il y a encore pour, j'espère, aussi longtemps possible, mais ça dépend aussi de nous, une belle couche d'atmosphère. Comme vous le savez, les voyages interstellaires, l'un des problèmes principaux, c'est la radiation cosmique, parce qu'au-delà de l'atmosphère, ils sont beaucoup plus intenses. Dans l'atmosphère, ils font un rayonnement. Donc, sur Terre, on est protégé par l'atmosphère. La couche d'ozone, c'est vrai qu'elle était plus fine au pôle, mais c'est un problème qu'on a résolu grâce à l'interdiction des CFC, des gaz CFC, des chlore, fluoro, je ne sais plus le trafic de carbone. Donc, ça, c'est une interdiction qui a été mise grâce à une étude qui a aussi donné un prix Nobel en chimie. On a rencontré le prix Nobel en question, c'est un Hollandais qui est mort l'année dernière, oui, Paul Cruze, et Mario Molina, un Mexicain. Mais maintenant, la couche d'ozone, grâce à cette interdiction, elle est de nouveau pareille partout autour de la Terre. Il faut la protéger, il faut arrêter les émissions parce que ça va après, la Terre va devenir comme les autres planètes du système solaire. Donc, il faut vivre comme des astronautes autrement. Mais non, on n'a pas besoin de protection. Disons que si on va au Mont Blanc, c'est beaucoup plus de radiation cosmique que nous au niveau de la mer au pôle. Merci pour les questions. D'autres questions? Oui. Moi, j'aimerais bien. L'expédition est passionnante. Visiblement, elle émane d'une volonté personnelle d'aller dans l'Arctique et d'aller faire un certain nombre d'expériences. Mais ces petites expéditions, effectivement, elles ont visiblement un intérêt majeur. Mais est-ce qu'il y a à un moment donné une coordination, il y a quelque part un organisme, une coordination internationale pour essayer de planifier des expéditions qui convergent pour avoir un résultat qui est un résultat global et pas simplement un enseignement de petites expériences? La réponse n'est pas encore, mais ça commence. Et c'est surtout grâce au Covid que les instituts polaires mondiaux, ils ont vu l'intérêt. Nous nous sommes trouvés en 2018 à une conférence à La Spezia organisée par la marine militaire italienne, où nous, on a présenté nos résultats et la marine militaire a présenté les résultats de la même saison d'expédition aux mêmes endroits. Eh bien, nos résultats étaient... on était devenus vraiment... Moi, j'avais peur de présenter mes résultats parce qu'ils sont passés avant nous et ils n'avaient rien, essentiellement. Ils n'avaient pas de résultats. Ils avaient cassé 3 moteurs sur 4 et ils ne se sont pas approchés des côtes du Svalbard. Donc, ça va dans ce sens-là. Les universités et les instituts polaires en Europe, en tout cas, ils sont de plus en plus intéressés. Et le scientifique qui avait géré notre programme de microplastique en 2018, on a écrit avec lui un papier dans un livre de Springer qui s'appelle Mare Plasticum, la mer plastique, où justement il présente ce concept comme le futur, mais déjà le présent. Parce que par exemple, l'Université de Genève, il faisait les greenhouse gases sur 3 voiliers à l'Arctique et aucun bateau officiel. L'Institut polaire suisse est en train d'acquérir un bateau similaire à Tara. Tara est un pionnier. Tara, c'est un bateau français, un 2 mâts, qui fait justement l'épaule en petite, c'est plus grand que notre Best Explorer et que Nanook, mais c'est quand même d'une taille, et c'est un voilier. Et donc, il n'y a pas plus que 12 personnes à bord. Et donc, la Suisse est en train d'acquérir un bateau similaire à Tara pour faire régulièrement des expéditions de ce type. Et en plus, c'est écologique, parce que c'est écologique et c'est moins cher. Parce qu'un jour de brise-glace coûte plus cher qu'une saison d'expédition à bord d'un voilier comme ça. Donc, c'est la direction. Et la pollution, l'empreinte carbonique, on n'en parle même pas. Voilà, donc, oui, la question, c'est qu'ils sont en train de s'organiser, mais c'est vraiment le tout début. Et ça, c'est vrai pour l'Arctique, pas pour l'Antarctique. L'Antarctique, c'est toute une autre histoire. Les 2 pôles sont totalement différents. Mike l'a déjà rappelé. Le pôle Nord, c'est la mer glacée avec des terres autour. Le pôle Sud, c'est un continent, un vrai continent, complètement inhabité depuis au moins 1 million d'années, depuis qu'il est là-bas, en fait. Quand il bougeait, peut-être, il y a des fossiles avec des traces de forêt, etc. Mais l'Antarctique, c'est un continent qui fait 1,5 fois l'Europe
et qui est complètement isolé et qui est très loin. Donc, déjà pour arriver à l'Antarctique, c'est très, très loin. Donc, l'Arctique, surtout pour nous qui sommes de l'hémisphère nord, on peut y arriver en une journée et demie, on arrive à Longyearbyen en avion, et depuis là, on peut partir avec différents types de bateaux, faire déjà des explorations. Rien que dans la base de Ny-Ålesund, c'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert pour toutes les sciences. C'est formidable. Donc, la taille petite expédition, c'est beaucoup plus vrai pour l'Arctique que pour l'Antarctique. L'Antarctique aussi a des températures, une fois qu'on s'éloigne des côtes, à l'intérieur, la base de Concordia, c'est moins 55 l'été. C'est toute une autre organisation. C'est comme aller un peu dans l'espace. C'est un peu la préparation, l'équipement, le voyage est beaucoup plus cher. C'est très différent. C'est pour l'Arctique, par contre, oui, puisque c'est une mer glacée, la navigation un petit voilier qui a un quille rétractable, c'est beaucoup plus adapté au type de géographie qu'on trouve en Arctique. Merci. Oui. Dans le même esprit, là, vous avez dit que vous avez fait une cartographie du fond marin. Et comment vous partagez ces données? Parce que ça permet peut-être par la suite à d'autres expéditions de s'avancer dans ces espaces. Donc, ça marche par un système de publication scientifique. Et effectivement, c'est une démarche qui est assez longue. Il y a un process qui dure relativement longtemps, notamment pour qu'elle soit partagée en ligne, ou par exemple sur Google Earth ou sur des organismes de cartes marines. Et là, il y en a de ce que nous avaient dit les scientifiques, au moins 3 ans avant que ça soit publié publiquement. Oui, parce que le processus de peer review est surtout aussi pour partager avec Google Earth. Exactement. Et il faut passer différents steps. Par contre, toutes nos publications sont sur le portail Research in Svalbard. C'est obligatoire, en fait. Les autorisations viennent. On doit présenter des abstracts scientifiques et on doit présenter aussi toute la partie organisation, sécurité, logistique, démontrer qu'on est indépendant, qu'on ne va pas créer des problèmes au gouvernement des Svalbard. Mais une fois qu'on a nos données, on les télécharge sur le portail Research in Svalbard. Elles sont déjà disponibles au niveau de preprint à tout le monde assez rapidement, dès qu'ils ont fait. Donc, voilà. Mais le but pour les cartes nautiques, effectivement, c'est d'arriver à Google Earth et que ça soit disponible. L'intérêt principal des scientifiques, c'est de vraiment être les premiers à publier. Donc, ils ont tout intérêt à partager leurs données et à être les premiers, parce que c'est la seule chose qu'ils ont comme récompense, c'est le crédit de leur découverte, d'avoir été les premiers à mesurer un tel endroit ou à trouver un tel résultat. C'est d'être le premier à l'avoir fait. Donc, c'est la publication. Donc, ça. À qui décidez-vous de résultats scientifiques, niveau interprétation, des partenariats de GIEC, avec qui Alors, nos instituts scientifiques responsables pour les différentes recherches, c'est l'Institut polaire suisse, ETH, c'est le Polytechnique de Zurich, l'Université de Genève, l'Université européenne de Rome et l'Université de Danzig en Pologne. Donc, ça, c'était les affiliations des 5 scientifiques, 4 scientifiques qui étaient à bord, responsables des recherches à bord. Donc, ça, c'est le premier niveau de partage. Mais après, ça part, en fait, vous avez mentionné le GIEC. Le GIEC, il se base sur les données de toutes les universités au monde. Donc, ils partagent ces données partout. Ils ont tout intérêt à… Par exemple, les gaz à effet de serre, la mesure des gaz à effet de serre, tout le monde les fait parce que le plus de données on a, le plus de précision on peut avoir sur les modèles et les simulations et les prévisions. Donc oui, ils ont tous faim de ces données. Et les greenhouse gases, vous avez vu peut-être le plus jeune garçon, Elias, plus jeune même que Kevin, lui, il fait sa thèse de master sur ces données-là, à Zurich, à ETH. Donc, c'est public par définition. Et juste pour la petite anecdote, pendant que les scientifiques faisaient leurs mesures, nous, interdiction d'aller à la toilette. Oui, c'était une autre particularité. Nous, on attendait qu'ils avaient fini leur travail. Parce que sinon, on pollue l'eau. C'était assez rigolo d'ailleurs, parce qu'Elias, il avait sa voix allemande. Ouais. Interdiction d'aller aux toilettes 5 minutes. Ouais. Oui, il ouvrait la trappe. Ouais. Il ouvrait la trappe avec cette voix allemande. Et il disait, vous avez une fenêtre de 5 minutes pour les toilettes. Bon. 3. Ouais.
Mais 1 sur 3 ne marchait pas, typiquement. Ça, c'est tous les bateaux. Ça marchait. C'est du temps. Oui, sur les bateaux déchets plastiques, vous avez évoqué l'histoire du bidon avec une inscription en italien. Oui. Il n'y a pas de façade. Non, mais ça peut très bien tomber d'un conteneur Amazon qui vendait à la Russie, je ne sais pas. Mais la mer, en fait, il y a des courants qui sont des tapis roulants où tout passe. Ça peut venir de partout, mais ça serait intéressant de tracer. Mais c'est l'idée, en fait. Avec les drones, on peut... là, l'objet, on l'a récupéré, l'objet en question. On a récupéré 3 ou 4 objets. Ce n'était pas le but, mais c'était tellement... Voilà. C'est triste. Ouais. C'est assez triste de marcher sur j'ai insisté de les prendre. La fameuse caisse qui est maintenant en transit depuis Longyearbyen vers Tromsø, elle va arriver aussi avec ces échantillons-là. Et là, c'est intéressant de faire l'analyse du type de plastique parce que le code barre n'était plus là. En fait, le scientifique nous dit, dès que vous voyez des barcodes, prenez la photo ou prenez l'objet s'il est petit. Là, il n'y avait plus les barcodes parce qu'ils étaient consommés dans l'eau. Mais on peut analyser le type de plastique et remonter à l'origine avec l'analyse. Et quand on n'a pas l'objet, on peut le faire par les photos, orthophotos par drone. Et puis, comparer au bois et voir s'ils suivent les mêmes parcours, ce qui est l'hypothèse. L'hypothèse, c'est qu'ils suivent le même parcours que le bois. L'idée de la question, c'était juste de dire, est-ce que c'est déterminé le temps de dégradation Oui, décidément, absolument. Oui. Et donc évaluer le nombre d'années ou de mois. Exactement, oui, ça fait partie aussi. C'est les parcours, l'âge, le timing, la dégradation, le type de plastique, l'origine de... Ça aide à reconstruire d'où ça vient. En fait, c'est vraiment un travail d'investigateur détective, le travail de ces scientifiques-là. Même ceux qui font l'ADN environnemental par les échantillons d'eau dans les bouteilles Niskin, en fait, dans cette eau-là, grâce à des nouvelles méthodes innovatrices, ils arrivent à reconstruire l'ADN des animaux, petits ou grands, qui sont passés par ces eaux-là. Et voir même l'état de santé de ces animaux sans devoir prélever l'échantillon depuis l'animal directement, ce qu'on faisait dans le temps. Et ça, c'est très nouveau. Il y a des nouveaux instruments qui permettent d'analyser simplement des échantillons d'eau et puis les combiner avec les différentes mesures qu'on a prises sur la densité, la salinité, la température, tout le contexte, et comprendre l'impact du changement climatique sur la biodiversité marine. Et ça, c'est fondamental parce que la mer, c'est la base de la chaîne alimentaire et de la chaîne de tous les animaux, à partir du zooplancton, la plus petite brique de vie, jusqu'à nous, ça vient de la mer. Et donc, monitorer l'état de santé de la mer, c'est fondamental. Et dire combien de temps on a encore sur cette planète pour la vie. Donc, c'est vraiment des recherches qui ont une importance fondamentale pour nous. Oui. Je me demandais, est-ce que vous, à votre échelle et au travers des différentes études que vous avez fait, vous avez perçu des différences au fur et à mesure des années en termes de décor, en termes d'évolution, de quantité, etc. Bah oui. Moi, tu peux alors, dire, oui, Magdalena Fjord. Magdalena Fjord, Ouais. c'est l'exemple. C'est le fjord où, disons, les touristes vont avec les bateaux de Longyearbyen. Le plus atteignable, c'est considérer l'exemple de Julio de Svalbard, de beauté de Svalbard. Ce n'est pas le cas, mais c'est celui que le touriste voit plus parce que c'est plus proche. Magdalena Fjord, déjà en 2018, on voyait très clairement les marques du retrait des glaciers. Donc, on voyait des zones grises où les glaces avaient été. Et on l'a vu en 2018, c'est déjà choquant parce qu'il y avait des plaques grises partout et puis ces langues de glaciers qui faisaient vraiment beaucoup d'efforts de survie. Et on l'a vu cette année et c'était hallucinant. Il n'y a que des petits canaux de glace qui restent sur les roches et le reste, c'est toutes ces marques grises. Donc, on le voit à l'œil nu, le retrait des glaciers en tout cas. Et aussi à Ny-Ålesund. Les glaciers sont mesurés, c'était notre 4e fois à la base de recherche à Ny-Ålesund. En 2014, on était au mois d'avril, c'était encore blanc, plein de neige et glace, mais le fjord était complètement déglacé et l'eau était complètement déglacée. On a vu des photos d'il y a même pas 5 ans. Le fjord, il y avait la glace au mois d'avril et quand on est allé, il n'y en avait plus. Et cette année, bon, par rapport aussi à 2018,
les glaciers ils étaient en retrait, mais visible, en retrait accéléré. Donc oui, ça, on le voit absolument. Et c'est vraiment choquant. Après, le fait, il y a des personnes qui me posent des questions en disant, oui, en 2018, vous n'aviez pas de glace, donc c'était très chaud, donc cette année, il y avait les glaces. Non, en fait, il y a des microclimats locaux, mais le fait qu'on ait des glaces, c'est bad news, parce que ça veut dire que le pôle, il perd ses glaces et qu'avec les vents dominants du nord-est, les glaces arrivent jusqu'à l'archipel, même du côté où il y a le courant du Golfe. Et que le courant du Golfe, selon notre capitaine, en fait, le courant du Golfe, il a changé de parcours. Parce qu'il y a beaucoup d'infiltration de glace et il est presque plus là, à son avis. Lui, il a vraiment 25 ans de navigation en mer Arctique. Il a fait le passage à nord-est et le passage à nord-ouest. Donc, il a circumnavigué l'Arctique dans les deux directions. Et c'est un des 2 seuls bateaux au monde, voilier, à avoir fait ça. Nanni Aquarone. Nanni Aquarone, oui, Best Explorer, avec ce bateau-là. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a sa propre opinion. Il est ingénieur à la base, ingénieur chimique, mais il est à la retraite et depuis sa retraite, il a passé sa retraite sur ce bateau-là. Il a navigué jusqu'à très, très loin. Ouais. Une dernière question peut-être? Oui, moi j'avais une deuxième question bien technique sur la vie embarquée. Comment vous faisiez pour vous approvisionner en énergie? Est-ce que vous utilisiez essentiellement du renouvelable? Est-ce que vous utilisiez le fuel, notamment pour l'électricité? Mike, je te laisse dire, Mike. Oui. On parle de voilier, bien sûr, mais en Arctique, le vent, soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez. Donc, on passe quand même pas mal de temps sur le moteur. Soit il vient du mauvais côté. Soit il vient du mauvais côté. S'il vient de face, par exemple, on n'a pas de choix. Donc, on s'imagine très romantiquement, on prend le voilier, on n'a pas besoin d'essence, ça, c'est pas vrai. Nous, on avait 2000 litres à bord et je pense qu'on a passé 3/4 du temps sur le moteur commun. Donc, ça, c'est un moteur normal diesel, c'est un petit moteur, on ne va pas très vite, on va à 6 nœuds, donc c'est la vitesse de courir, quoi. Mais on a consommé cette essence, ça c'est sûr. Et puis, c'était quoi le parti? C'était aussi pour l'électricité. L'électricité, c'est généré uniquement quand il y a le moteur qui tourne. Bien sûr, on a les bancs de batterie aussi, mais c'est vrai qu'après quelques jours de voile où on ne tourne pas le moteur, là, on commence à couper. Là, c'est fini les téléphones, fini les caméras. Là, c'est presque la bataille entre nous. Ah oui, il faut que je charge mes drones. Le caméraman, oh non, je suis prioritaire. Sur ce bateau-là, ça allait, parce qu'on tournait pas mal sur le moteur. En 2018, on tournait un peu plus sur la voile. Le capitaine était aussi un peu plus écolo. Et là, radicalement, il disait, il n'y a plus de courant. Fini. Il coupait. Ouais. Parce qu'il faut bien sûr toujours avoir une réserve. Donc, on avait plusieurs bancs de batterie, etc. Notamment dans les problèmes qu'on avait, c'était le deuxième alternateur qui ne marchait plus. Donc, on a dû les réparer en pleine mer parce que si tu n'en as qu'un et si tu n'as plus rien pour charger, tu ne peux même plus démarrer le diesel. Donc, oui, on était autosuffisant. On avait 1600 litres d'eau, 2000 litres d'essence, on avait de la nourriture pour 6 semaines, on avait les médicaments, mais ce n'est pas self-sufficient dans le sens que ce n'est pas écologique. C'est quand même, on mange, on va aux toilettes, on utilise le fuel, on utilise l'eau. Mais c'est beaucoup. Mais on le minimise. C'est pas... Et aussi, à 10 personnes, on apprend à vivre d'une autre manière. On n'a pas vraiment parlé, mais l'eau, par exemple, on avait 5 litres par personne par jour. Ça inclut boire, manger, cuisiner, nettoyer. Pas de douche. On a renoncé aux douches. Ouais. On s'est de temps en temps un peu avec l'eau un peu. On avait un peu d'eau chaude comparé à l'autre bateau. L'autre bateau était beaucoup plus extrême, en fait. Mais 5 litres, c'est 5 litres. Ça va très vite. Donc, bon, la douche, non, okay, on ne fait pas, on ne fait pas. On boit, bien sûr. La plupart de ça, on le boit. Quand on cuisine, on cuisine. Quand on nettoie, on prend l'eau de mer. On cuisine avec l'eau de mer. L'eau de mer. On prend l'eau de mer pour les pâtes. On prend l'eau de mer pour nettoyer. Et on brosse les dents, on ne laisse pas ouvert. Donc, on commence vraiment à vivre d'une manière légèrement différente. Et quand on rentre dans la civilisation, c'est choquant. On vient à l'hôtel à Oslo, on retrouve la douche. Non, mais on apprend à faire ça à la maison. Il faudrait tous faire ça à la maison. Oui, c'est assez extrême. Donc, oui, ça fait partie de cette... Et aussi, par exemple, quand heureusement, on avait quelqu'un qui cuisinait très bien à bord, mais on ne va pas manger... autant qu'on peut, on va regarder, il y a ça, donc on est 10, les deux là, ils n'ont pas encore mangé, donc OK, on va garder 2 portions pour eux, on les sort.
Donc, ça devient, on est beaucoup plus conscient de ce qu'on consomme, ce qu'on fait, comment on le fait, qu'est-ce qui est important. Ah oui, l'internateur, ce serait bien d'avoir un troisième parce qu'on est tout ce qui est normal ici, l'électricité, le Wi-Fi, l'eau. Non, on a beaucoup plus de conscience. Beaucoup plus conscient. Ouais. Et de temps en temps, il faut s'arrêter et dire, OK, il n'y a plus d'électricité aujourd'hui parce que les batteries sont presque vides. Il y a le vent, on prend. Priorité alors, fini. Seule priorité qu'il y avait, c'est charger la batterie pour le moteur. Deuxième priorité, c'était la sécurité, la navigation, etc., le capitaine. Et troisième, c'était caméraman, parce que quand même, il voulait... Après, il y avait nos scientifiques qui absolument, donc ils amenaient leur propre batterie, etc. Mais c'est un peu la bataille, hein. C'est la bataille pour les ressources. Vous avez pas d'éoliennes? Oui, si, bien sûr. Il y a éoliennes et panneaux solaires, mais c'est pas suffisant. Panneaux solaires qui sont à l'horizontale, parce que le soleil tourne autour. Et on avait une éolienne qui, quand même, la nuit, quand il y avait le vent, qui chargeait pas mal. Qui chargeait bien. Ouais, c'était 20. On part que en ampères. Ah oui, là, on est à -2, là, on a +10. On compte les ampères, on regarde. Ah, c'est assez intéressant. Mais c'est une très bonne école pour s'habituer à gérer bien les ressources, à les apprécier aussi. À pas dire, OK, tout est infini. Surtout Nanook. Nanook, en 2018, on n'avait pas de chauffage. Ouais. Il n'y avait même pas la douche, ça n'existait pas la douche à bord, il y avait une seule toilette, et le cockpit était ouvert. Ouais, c'est un bateau passif, le cockpit était passif, mais à l'extérieur, on était à l'air libre, alors que sur ce bateau-là, on était couvert. Et on se chauffait avec Nanook, on se chauffait avec la chaleur humaine. Et Nanook, pour des raisons de démonstration, il a passé 8 mois au Groenland, emprisonné dans la glace, -47 dehors, sans chauffage, avec le capitaine et son fils, exprès pour démontrer que ce n'est pas nécessaire de chauffer. Mais les parois sont comme ça. Voilà. Et même si c'est un bateau de 60 pieds et celui-ci c'est de 51, il y a plus de place sur celui de 51 parce qu'il y a moins à cause de ça. Alors là, c'était un bateau italien et ils avaient le double chauffage. Qui ne marchait pas toujours. Ouais. Et puis, ils avaient le cockpit couvert. Très important. C'est vraiment très important parce que sur Nanook, l'écart était plus court, 2 heures, mais au bout de 10 minutes, on regardait la montre, on disait quand c'est qu'on finit là. On était surtout du côté est des Svalbard, le long de ce grand glacier qui s'appelle Austfonn. Là, c'était. Moi, j'avais perdu 7 kilos à cause du froid. Là, on en a pris parce qu'on mangeait les pâtes à midi et le soir et c'était chauffé. Jean-Yves? C'est plus une remarque qu'une question, mais quand je vois l'argent qu'on est capable de mettre dans un bateau pour faire des globes, ah oui. Et comment, vu l'intérêt de ce genre d'expédition, pourquoi on n'est pas en capacité de concevoir un bateau qui soit optimal pour faire ce genre de mesures. Mais ça va venir. On voit bien le côté artisanal. Il y en a très peu, ils se connaissent tous. Oui, dès qu'on va dans l'Arctique, on a retrouvé l'ancien bateau du bateau avant, ils se connaissent tous. Ouais. Il y en a très peu. C'est une communauté, d'enthousiastes. Ouais. Et il y a aussi un avenir qui est les drones. Et parce qu'on a vu le premier bateau drone, moi c'est le premier que j'ai vu en tout cas, oui, oui. Zoom. En fait, et là, il y a peut-être aussi un futur là-dessus sur des bateaux autonomes avec panneaux solaires. J'ai pas de photo là. Ah. Avec des bateaux autonomes qui sont capables d'aller prendre des mesures tout près du fjord, près de la glace, soit dangereux et peu accessibles, ou soit rester en pleine mer pendant énormément de temps, parce qu'en mer le temps est complètement différent. Et là, ils ont le temps de se recharger les batteries quand il le faut. Ils font leurs mesures au gré des courants. Il me semble pas. Il faut toujours la canne à pêche pour les. Non, on parle des bateaux drones. Ouais. Des bateaux qui sont totalement autonomes avec des panneaux solaires partout. Même à voile, automatique, complet. Ouais. Oui, il n'y a personne à bord. Ils les envoient dans les endroits nageurs. Ouais, mais l'expérience humaine. Ah ben, l'expérience humaine, c'est celui qui pilote, à 300 mètres. Non, c'est un bateau style James Bond. C'est incroyable. British Antarctic Survey. Ouais, lui, il était. Mais vous parlez d'amener les scientifiques. Nous, on fait ça en échelle assez petite, mais les scientifiques se battent pour venir avec nous. On aurait pu prendre différents types de scientifiques. C'est pas si facile que ça. On s'imagine un institut, ils ont un gros bateau, ils vont tous les ans. C'est très cher, hein. C'est très compliqué. Les bateaux, ils n'ont pas accès parce qu'ils sont très profonds. Donc, en fait, on en a vu à Longyearbyen des gros bateaux de recherche ancien style, énormes.
hélicos, les grues et tout ça, mais c'est des monstres qui sont trop chers et trop massifs, donc c'est pas le futur. Le futur, je pense, effectivement, c'est plus et plus petit et plus connecté entre eux aussi. Et à Niales, quand on était passé en 2018, tous les scientifiques disaient, vous pouvez aller prendre ma sonde. La dernière fois qu'elle a émis, elle était au pôle Nord, elle s'est détachée, elle a émis la dernière fois à Storoya. Allez-y pour moi. Donc, vous passez là. Vous passez là, vous allez chercher ça pour moi, s'il vous plaît, allez exiter. Donc on a fait 2 arrêts qui n'étaient pas prévus, dont un, on a rencontré l'ours qui avait la sonde entre ses pattes. Non, mais sans rigoler, c'est vrai. Donc, on a dit, tiens, c'était un scientifique français, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est le même qui est allé sur Best Explorer cette année. Ben, on retrouve toujours les mêmes gens. C'était un océanographe français, Frédéric, je ne sais plus le nom, Frédéric Vivier, qui est toujours ses sondes. Il a toujours des sondes un peu partout. Il va récupérer les sondes qu'il met. Mais cette sonde-là, elle avait la taille d'un bâton de baseball blanc. Et elle s'était effectivement détachée du pôle nord géographique à cause d'une tempête. Elle avait arrêté ses émissions de l'île de Storoya, au nord-est de Svalbard. Et nous, en 2018, on y est allé et on a envoyé le drone. Il y avait plein de bois de la même couleur. Après, il y avait un bâton blanc, il y avait un ours là qui nous pointait et qui était mimétisé dans le seul endroit blanc de toute l'île et qui était là, écrasé, on dirait un tapis peau d'ours, et on voyait que le nez noir. Et après, quand il a vu le drone, il s'est levé, c'était un géant monstrueux, et il est parti, on l'a un peu suivi, il se tournait, il regardait le drone, et il n'aimait pas le drone. Mais après, on a abandonné, on a dit, cher Frédéric, ta sonde, elle est dans les pattes de l'ours, donc on ne vient pas la chercher. Bien, ben, merci beaucoup. Merci à vous. Bravo. Je pense qu'on va s'arrêter là. Oui. Et puis peut-être à l'année prochaine. Oui, très volontiers. Ça fait plaisir. Alors, la vidéo, enfin, la conférence est enregistrée et sera accessible. Il y avait encore un dernier petit film, image de drone. Ah oui, on peut finir sur ces belles images. Ouais. Voilà, c'est comme ça, c'est le générique de fin. C'est 1 minute. Ah oui, sans ressent. Ah oui, là, je pense qu'on voit l'endroit de l'ours, le Storoya. Et là, c'est le glacier que je vous disais, Austfront, donc ce front glaciaire qui perdait la glace, qui nous a fait des vagues de tsunami. Là, il y a l'ours, mais on ne peut pas le montrer. Là, on a un ours qu'on peut montrer, qui jouait, je ne sais pas avec quoi. Je ne sais pas si c'était un phoque mort ou des algues. Oui, c'est des algues. Ça, c'était le voilier de 2018, tout jaune. Ça, là, il y a l'ours qu'on ne pouvait pas montrer. Parce qu'ils nous ont interdit à Svalbard. Ils vous interdisent de le montrer? Oui, parce qu'on nous a accusés de déranger la faune avec des moyens mécaniques, le drone. Et ça c'est une des règles qui est interdite, mais après, ils ne nous ont pas mis l'amende parce qu'on a démontré que ce soit ça, soit on va aux armes. Et donc, ils ont dit, OK, pour cette fois, on vous met un avertissement, mais il ne faut pas déranger la faune. On est dans la légalité si on le tue, et on n'était pas dans la légalité si on lui faisait peur avec un drone. Voilà. C'est pas très logique. Ça, c'est une ancienne ligne. Ça, c'est un petit accident qu'on avait eu avec la marée basse. Et ça, c'est Barentsburg, de la ville russe. Non, pyramide. Pyramide. Et là, c'était en avril quand on avait fait la vidéo. Bon, ça, c'est des images qui vont avec la musique. C'est pour ça que je suis montée comme ça. C'est un peu un mélange de différentes expéditions avec Merci beaucoup. printemps. Voilà.